En termes d'augmentation d'investissement responsable, c'est qu'on ne peut pas mieux connaître l'agriculture que les agriculteurs. C'est-à-dire on peut pas, souvent c'est ce que font nos États. Ils viennent, ils mettent beaucoup de ressources financières dans des dynamiques dans lesquelles les populations ne sont pas demandeuses. Comment faire pour écouter davantage les paysans? L'écouter par rapport à ses préoccupations, l'écouter par rapport aussi à ses besoins. Parce qu'aujourd'hui, nous avons fait des études pour montrer que si aujourd'hui les jeunes quittent l'exploitation familiale, c'est parce que leurs besoins ne sont pas pris en compte dans l'exploitation familiale. Parce que le chef d'exploitation, dès qu'il a des revenus, il pense plutôt à lui-même. Mais il ne pense pas, par exemple, aux jeunes. Or, aujourd'hui, un jeune qui est marié, il a besoin que son épouse ait un portable, téléphone portable. Il a besoin, c'est aussi basique, il a besoin d'une télévision. Alors qu'on va dire non, 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 c'est l'exploitation familiale. Oui, c'est l'exploitation familiale, mais il y a des besoins individualisés qu'il faudrait prendre en compte. Deuxième élément, par rapport à l'État. Aujourd'hui, on met énormément de ressources dans certains secteurs, mais on oublie de faire le lien, parce que souvent c'est plus capté par le fonctionnement. On achète des véhicules, on met du carburant, on met partout, par exemple, des coûts énormes, mais qui n'atteignent pas réellement les populations concernées. Donc comment faire pour que le besoin le plus petit dans l'exploitation familiale soit pris en compte et que la réponse soit adaptée aux besoins exprimés? Troisièmement, il me semble important que quand on crée un environnement favorable, c'est comme ça qu'on attire les jeunes vers l'agriculture. Aujourd'hui, les jeunes sont en train de quitter l'agriculture. Souvent même, ils vont pour d'autres activités qui sont moins rentables parce que simplement, ils ont besoin d'accéder à la liberté. Mais comment faire aujourd'hui pour que le milieu rural soit attractif? Et je crois que la décennie nous donne une opportunité d'investir massivement pour transformer l'environnement de production. Mais il ne s'agit pas seulement de produire, mais il s'agit de produire, mais aussi de transformer la production pour qu'on puisse accéder au marché. Et qu'ensemble, on puisse avoir la paix. Parce que quand les gens ont le ventre plein, il y a moins de guerre. Mais si on ne règle pas cette question, ce qui va se passer, c'est qu'on rend les jeunes un peu désœuvrés, parce qu'ils n'ont pas d'activité en milieu rural. Donc, soit ils partent, ou bien il y a des risques qu'ils puissent être un peu dans des situations qui ne sont pas pérennes. En tout cas, ne soient pas bonnes pour l'ensemble de l'exploitation. D'où l'importance d'accompagner les dynamiques, mais aussi en adaptant les réponses aux besoins qui sont changeants. Parce que les besoins que nos papas avaient, ce n'est pas les mêmes que les jeunes aujourd'hui ont. Donc il faut qu'on adapte ces besoins et qu'on les prenne en compte et qu'on les adresse. Disons, en termes de défis, les principaux défis sont d'abord liés à la structure même de l'agriculture familiale. Parce que quand on dit qu'elle est petite, ça veut dire qu'elle manque certainement d'ampleur, elle manque de moyens, notamment de financement, elle manque souvent même d'accès suffisant à la terre et à l'eau, etc. Donc les problèmes structurels, ou en tout cas les défis que l'agriculture doit régler, c'est plutôt par rapport, par exemple, à la place même des jeunes. C'est une agriculture qui a fonctionné avec des personnes d'un certain âge. Aujourd'hui, il y a besoin de renouvellement générationnel pour qu'on ait des populations avec une main-d'œuvre dynamique, aussi actuelle par rapport aux technologies qui existent. Et ça nous paraît être un point extrêmement important à relever, mais aussi c'est de créer un environnement favorable à l'investissement pour que l'agriculture familiale puisse faire face à des questions liées au changement climatique, liées au changement même du prix sur le marché qui les affecte autant. Parce que quand les producteurs finissent de produire, ils ont besoin de vendre à un bon prix. Or, souvent, les prix du marché baissent et ça a un impact négatif sur l'agriculture familiale. D'abord, il faut écouter les jeunes. Ensuite, il faudrait que la réponse qu'on apporte soit effectivement celle que les jeunes voudraient. Il ne s'agit pas de faire des réponses pour nous-mêmes, il s'agit de faire des réponses pour les jeunes. Parce que, regardez bien, aujourd'hui, plus de 65% dans notre société sont des jeunes. Or, ceux qui dirigent sont à 99% des personnes qui ne sont pas des jeunes. Mais comment faire d'abord pour donner la parole, mais aussi la place des jeunes par rapport à la société qu'ils voudraient? Mais dans la société qu'ils voudraient, on a besoin de l'expérience et de l'expertise des anciens. Comment allier les deux pour que la réponse soit la plus adaptée possible aux préoccupations qu'ils expriment? Enfin, aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de migration internationale. Ce qu'on ne sait pas, c'est que la migration interne, elle est beaucoup plus importante. La migration
à l'intérieur du continent africain est beaucoup plus importante que la migration vers l'extérieur. Pour preuve, un exemple simplement, sur 10 personnes qui quittent l'Afrique de l'Ouest, les 7 restent sur le continent africain. Il n'y a que 2 qui vont en Europe et peut-être un qui va aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Donc, d'où l'importance aujourd'hui de mieux comprendre ces dynamiques et de partir des évidences scientifiques pour éclairer les décisions de politique publique. La première chose, quand on dit qu'il faut améliorer le cadre environnemental ou institutionnel, c'est qu'on parle même du métier de l'agriculteur. Aujourd'hui, la plupart des lois d'orientation agro-silvopastorale, que ce soit au Sénégal, au Mali ou ailleurs en Afrique, promeuvent la reconnaissance de l'exploitation familiale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que l'exploitation familiale, c'est de l'informel. Il faudrait qu'on arrive, et je crois que la décennie nous donne une opportunité pour adresser réellement cette question. Par exemple, au Sénégal, c'est en 2004 qu'on a voté la loi sur le domaine, la loi d'orientation agro-silvopastorale. Mais jusqu'à présent, les décrets d'application posent problème. Comment faire pour profiter de la décennie pour que, on améliore ce cadre, mais 2, qu'on puisse effectivement accompagner les acteurs dans ce qu'on appelle la transformation structurelle pour que l'agriculture puisse contribuer, disons, à la croissance globale. Et cette croissance, il faut qu'elle soit inclusive. Parce que quand on améliore l'environnement de production, on attire les investisseurs. Mais si on ne fait pas attention, on attire les gros investisseurs qui vont plutôt écraser les petits et les transformer en ouvriers agricoles. Mais comment faire pour que de façon, en tout cas réfléchie, qu'on puisse accompagner cette agriculture familiale à s'adapter aux mutations de l'environnement, mais aussi à profiter des opportunités qui existent. Et à mon avis, elles sont les mieux à même d'être plus résilientes par rapport au changement climatique, par rapport au changement de l'environnement, mais en même temps, elles sont plus résilientes que les grosses. Parce que ce qu'on voit les grosses entreprises, dès qu'il y a un choc, celui qui a le capital, il s'en va ailleurs. Il va en ville, il achète des immeubles, etc. Or, l'agriculture familiale, on a vu que si on l'accompagne, elle est capable de contribuer à l'économie, parce que souvent c'est les fonctions de l'agriculture, c'est de nourrir les populations, c'est de générer des revenus, c'est de contribuer aujourd'hui à préserver l'environnement, mais également c'est de créer des emplois. Et l'emploi, c'est un des problèmes de l'Afrique, parce que l'Afrique est le seul continent en transition démographique dans le monde. L'Europe l'a passé, l'Asie l'a passé. Il n'y a que l'Afrique aujourd'hui qui est dans une période de transition démographique. Et dans des pays comme le Sénégal, le Mali, c'est 269 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi au Sénégal. Comment faire pour capter ce potentiel, cette main-d'œuvre qui cherche à travailler? Si on ne fait rien, elle devient dangereuse pour la société. Si on arrive à transformer, on va créer l'environnement favorable, mais surtout en évitant d'aliéner, par exemple, le foncier. C'est le support de production, c'est la base productive. Mais ce qu'on voit, c'est qu'avec des investissements, de gros investisseurs viennent, ils prennent, ils accaparent des terres. Comment faire pour qu'on puisse préserver la terre aussi aux générations à venir? Je crois que c'est un défi important et même existentiel qui permettra de sécuriser les uns les autres, particulièrement le pastoralisme, aussi les autres activités, pour qu'ensemble, on puisse créer une société juste, équitable, mais aussi qui soit économiquement durable et écologiquement préservatrice des ressources. Alors, je tiens d'abord à saluer le travail que fait la FAO sur ces questions, parce qu'effectivement, en portant au niveau mondial la question de dire qu'il nous faut des investissements responsables, ça veut dire qu'on attire l'attention des différentes parties prenantes sur la nécessité de rendre durables nos actions. Parce qu'un investissement, il est gros, il est intéressant, mais quelle est la durabilité de cet investissement? Et il me semble important, et c'est là où le rôle de la FAO a été important, avec IPAR, c'est d'avoir réussi à identifier les acteurs qui sont dans la prise de décision politique, à renforcer leurs capacités, à les accompagner et surtout à leur doter d'outils pour leur permettre effectivement d'être regardants sur les types d'investissements que l'État doit accepter. Ensuite, cela permettra effectivement que cet investissement ait un impact qui ne soit pas négatif sur l'environnement, qui permette justement d'être responsable. Ça veut dire qu'elle est inclusive. Ça veut dire que la croissance qui va être générée par cet investissement va être redistributive et qu'il n'y a pas un petit groupe qui va en profiter alors que la grande masse reste dans la pauvreté. Aujourd'hui, quand on regarde, et la FAO l'a montré aujourd'hui, la plupart des populations qui travaillent sur l'agriculture, les plus pauvres, c'est les producteurs. Donc, comment faire pour inverser la tendance? Et je crois que la décennie est venue pour corriger cela. Et je crois que le fait qu'on ait eu des outils, qu'on ait eu une expérimentation avec la FAO dans certaines régions, nous donne une opportunité d'accompagner les acteurs, les États, mais aussi parce que c'est les États qui sont les décideurs des politiques publiques. Mais aussi, il n'y a aucune politique qui soit durable
sans qu'elle soit inclusive, qu'elle implique les organisations paysannes, mais aussi les autres acteurs. Et je crois que c'est l'ensemble de ces éléments qui vont être des opportunités à saisir pour transformer durablement l'économie, et l'agriculture est un des leviers de transformation structurelle de l'économie. La première chose, c'est que, comme on a dit, c'est les cadres qui sont souvent faibles, les cadres dans nos pays, en Afrique. Par exemple, les cadres institutionnels. Quand on dit, par exemple, si on veut investir, quelles sont les conditions d'investissement, qu'est-ce que la loi permet, ne permet pas, etc. Or, le fait qu'on ait travaillé avec la FAO, IPAR, ça nous a permis effectivement d'adresser ces cadres, de renforcer les capacités, par exemple, des parlementaires, qui sont souvent ceux qui décident des politiques publiques. Ensuite, qui décident les lois. Ensuite, effectivement, le fait qu'on ait renforcé les capacités de toutes les parties prenantes, y compris les femmes, les jeunes, à comprendre aussi leurs responsabilités. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'exiger des droits, mais aussi il faut connaître les responsabilités de chacune et de chacun. Et dans cet esprit, il me semble important le fait de mettre à disposition des outils, notamment comme les directives volontaires, mais les investissements responsables. Cela a permis, effectivement, à ce que les acteurs ne soient pas déconnectés de ce qui se passe au niveau international. Qu'est-ce qui a marché ailleurs? Et c'est ça l'avantage de travailler avec la FAO. Si quelque chose a marché au Brésil, comment faire pour rapprocher le Brésil et l'Afrique? Comment faire pour rapprocher l'Amérique latine et l'Afrique? Comment faire pour saisir les opportunités là où ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on fait pour éviter cela? Et je pense que c'est l'ensemble de ces initiatives qui feront que nous allons réussir la décennie. Et j'ai un bon espoir que nous sommes dans la bonne direction et que les différentes parties prenantes sont aujourd'hui outillées, grâce aussi au renforcement de capacités initié par la FAO et l'IPAR dans le passé, pour être prêts à en tout cas aller vers 10 ans, qui soient des 10 ans qui vont transformer la vie économique, sociale, environnementale des populations de l'Afrique.